Vous écoutez Les Pros de l'assurance, présentés par Emma Assurance Vie. Bonne écoute! Déjà le deuxième épisode de notre podcast Les Pros de l'assurance. Moi, c'est Christine Baudouin. Je suis chef de communication chez Emma, puis je rejoins Félix Deschâtelet. Comment ça va? Ça va très bien, Christine. Félix, deuxième épisode du podcast, puis on a un autre invité fort intéressant, quelqu'un qui a toujours fait les choses différemment, puis c'est un peu l'objectif, en fait, de ce podcast-là, c'est de présenter des portraits de gens qui évoluent dans l'industrie de l'assurance, mais qui font leur marque. Je le présente tout de suite. On le voit à l'image, mais pour ceux qui nous écoutent. Donc, notre invité d'aujourd'hui, originaire d'Amos, en Abitibi, 43 ans, dit son âge en partant, papa d'une petite fille de 12 ans, entrepreneur, président de Planica Services Financiers. Puis là aussi, tout un côté de lui qui est dans le sport à haut niveau, donc président des clubs de basketball Rouge et Or, ancien joueur de basket universitaire avec le Rouge et Or, Charles Fortier. Bonjour, ça va bien? Ça va très, très bien. Ça va encore mieux maintenant que tu es là. Puis, deuxième épisode du podcast, on veut déjà introduire une nouvelle tradition à laquelle tu peux participer ce matin. OK? Donc, on est dans la tête de Félix. Félix, c'est notre expert en assurance avec toi aujourd'hui. Puis, je veux savoir, qu'est-ce qu'il y a sur le radar ce matin? Ouais, mais Christine, qu'est-ce qu'il y a sur le radar? Peut-être juste avant de dire ça, là, parce que Charles va peut-être pas le mentionner dans le podcast, mais moi, quand j'étais tout petit, j'étais originaire également d'Amos, en Abitibi. Puis moi, j'ai vu Charles jouer au basket. Ça a été comme un peu une idole de jeunesse au basket. Puis le bout qu'il va peut-être pas avouer, c'est que je l'ai déjà battu en 3 contre 3. Puis depuis ce temps-là, il veut plus jamais jouer contre moi. Fait que j'ai plus jamais regagné non plus, mais écoute, j'ai une victoire. Fait ça, je suis bien content de l'avoir. OK, fait que si je vous demande d'où vous vous connaissez, c'est de là? Exact. C'est grâce à Charles, je suis là que je suis aujourd'hui. OK, ça a parti là. Ouais. Fait que c'est mon radar. C'est mon radar en ce moment. Moi, j'ai la chance de parler avec beaucoup de conseillers dernièrement. Tu sais, on a lancé Emma Pro en janvier. Puis un des commentaires que j'entends souvent des conseillers, c'est que c'est difficile de trouver des clients en ce moment et que les conseillers se cherchent un peu. Bon, est-ce que je fais de la publicité en ligne? Est-ce que je fais plein de téléphones? Est-ce qu'on est rendu à ressortir le bottin téléphonique? Ça, il n'y a personne qui veut aller là. Puis je trouve ça le fun qu'on ait Charles aujourd'hui parce qu'un des conseils que je leur donne tout le temps, c'est de segmenter le client cible puis de définir une vision dans 5 ans, 10 ans de leur cabinet, comment qu'ils le voient. Charles, c'est l'expert de toute la clientèle de médecins au Québec, je dirais même au Canada. Il sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un de très solide dans cette clientèle-là. Je pense que c'est une clientèle qu'il a identifiée depuis très, très tôt dans sa carrière. Puis je pense que c'est pas mal un des sujets de l'heure en ce moment auprès des conseillers. Comment je trouve ma niche comme conseiller. Oui, très intéressant. Puis, Charles, je te laisse aller là-dedans. Tu sais, on va parler de ton parcours, mais si tu veux aller d'emblée, là, tu as ton créneau, clairement. Mon créneau, moi, dans le fond, c'est le créneau médical. Pour différentes raisons. Quand j'ai commencé dans la carrière, moi, j'ai eu la chance de commencer chez un assureur. Sachant très bien, par contre, que je voulais être à mon compte, parce que je viens d'une famille entrepreneuriale. Puis, par contre, se lancer à 23, 24, 25 ans dans le domaine financier, quand on est un joueur de basket avec des amis joueurs de basket qui sont pas nécessairement fortunés à cette époque-là, c'est un petit peu difficile. Donc, je suis allé faire un petit peu mes preuves chez un assureur qui, à l'époque, s'appelait Great West. Maintenant, c'est rendu sous Canada Vie. Et ça a été un super parcours parce que j'ai pris, tu sais, dans mon emploi au quotidien, je prenais le temps de regarder tous les conseillers avec qui je travaillais, puis tous ceux qui avaient du succès. À l'époque, là, dans certaines bannières, pour ne pas les nommer, on voyait des concours de vente. C'était affiché ceux qui avaient le plus de production, à même les cabinets. Félix, tu as connu ça aussi, là. Puis, il y avait vraiment quelque chose de commun à tous ces gens-là, c'est que c'est des gens qui avaient des créneaux. Et qui avaient souvent des créneaux aussi dans le domaine avec des professionnels de la santé, que ce soit dentistes, pharmaciens, médecins. C'est des gens qui ont tous les besoins du monde au niveau financier. Donc, moi, j'ai tout le temps gardé cette approche-là. Puis le jour où je me suis parti à mon compte, ça n'a pas été... je savais que c'est beaucoup de travail, parce que quand on commence de scratch, tout est à faire. Mais je voulais vraiment être dans un créneau. Puis, c'est la plus belle affaire que j'ai pu faire pour donner un élan à ma carrière, parce que quand on est dans un créneau,
on devient spécialiste. Ça devient facile. C'est pas parce que nécessairement j'aime les choses faciles, mais ça demeure quand même que moi, quand je parle à mes clients, les clients ont l'impression que je suis un gars hyper compétent, hyper connaissant, mais j'en connais peut-être moins que le conseiller, que lui, il y a 50, 60, 100 clients qui sont tous différents, il faut qu'ils connaissent toutes sortes de choses. Moi, je suis spécialisé dans un créneau, puis ça rend la chose vraiment plus facile, puis on peut se concentrer sur plein d'autres choses que juste avoir à monter le dossier, parce que monter un dossier, quand tu parles à des médecins à tous les jours, ça finit par être tout le temps la même affaire. On a le langage, on a les connaissances, on a les compétences, puis pour le client, c'est super réconfortant puis Je rassurant. pense qu'une des clés du succès Charles, que tu as eu là-dedans, c'est le commitment. Tu peux pas y aller à moitié. Quand tu te concentres dans un créneau, faut que tu te focuses dans ce créneau-là, puis même si tu as d'autres opportunités qui viennent, faut que tu sois toujours être capable de garder ta discipline, ton esprit de travail, ton focus pour devenir un spécialiste. Sinon, il y a pas c'est pas un cas de demi-mesure, là. 100% d'accord. Puis ça peut être difficile parce que souvent, en tout cas dans des créneaux comme celui du créneau médical, c'est des longues études, donc c'est beaucoup d'années avant qu'on voit les premières répercussions au niveau du moins financier pour un conseiller. Donc ça a été des 7, 8, 9 ans, mais c'est comme ça pour tout le monde qui sont dans cette industrie-là. Mais effectivement, il faut de la discipline, il ne faut pas s'éparpiller non plus, garder le focus, c'est quelque chose de primordial. Puis on parlait avec Stéphane Rochon dans notre premier épisode. C'est drôle, tu le disais, même, ben, en tout cas, on le voit, là, une des stratégies quand tu commences, c'est entre autres de regarder ce que les autres qui ont du succès font. Ça semble être, tu sais, vraiment une stratégie gagnante. En tout cas, dans ton cas, ça l'a été aussi. Mais tu sais, de voir ils se situent où, comment ils réussissent, eux, à monter à ce niveau-là. Parce que c'est ça, il y a comme un threshold, il y a un moment charnière où ça passe ou ça casse, j'ai l'impression. Exactement. Puis tu sais, dans la vie, il y a souvent deux philosophies différentes. On peut être celui qui débroussaille tous les chemins, il travaille fort, puis que ça devient paraître un pionnier, mais on peut aussi, sans non plus attendre 20 ans, mais laisser quelqu'un aller, débroussailler un petit peu le chemin, puis pas nécessairement quand la voie est pavée, mais embarquer quand déjà le chemin est un petit peu fait déjà. Puis dans notre domaine, c'est ce que j'ai fait. Je regardais vraiment les conseillers, puis j'en ai en tête qui me remontent des conseillers à succès, leur approche, pas juste leur approche au niveau vente, leur approche au niveau vraiment humaine, comment c'était. Puis moi, c'est avec tous ces petits inputs-là de part et d'autre que j'ai décidé de me former, puis comme individu, comme personne, comme conseiller. Puis c'est ce qu'on essaie aujourd'hui d'un petit peu redonner à toute l'organisation. Mais nos conseillers en dessous de nous, ils prennent la même affaire. Ils prennent le meilleur de Charles, le meilleur de Jean-Michel, mon associé, etc. Puis ils vont se faire leur propre pratique, leur propre approche aussi. C'est peut-être un des meilleurs conseils que n'importe quel jeune conseiller peut avoir, c'est de rentrer dans le cadre avec un coffre à outils. Puis tes outils, tu vas les trouver des gens avec qui tu vas collaborer, avec qui tu vas t'inspirer, tu vas avoir des conversations stratégiques qui vont t'expliquer leur parcours. Fait que, moi, j'espère que tout le monde qui écoute aujourd'hui, vous rentrez dans le podcast avec votre coffre à outils bien ouvert parce qu'il y a plusieurs très bons outils là, que vous allez pouvoir aller chercher Il y a ici, un là. phénomène, justement, dans les débuts dont on parle beaucoup, que c'est l'espèce de creux de vague général, que la plupart des courtiers vont, auquel ils vont faire face finalement. Et dans ton cas, ça n'a pas eu lieu, vraiment. Ben, ça n'a pas eu lieu pour différentes raisons. Je dirais que moi, c'est drôle parce que quand je suis rentré dans la carrière, là, on remonte en 2006-2007. Tu sais, ça a changé beaucoup, là. Félix était moins vieux que moi, mais tu as quand même vu une évolution dans les dernières années au niveau de l'industrie. Il y avait un homme qui s'appelait Yves Roy, que la première fois qu'il m'a vu, il me dit c'est un beauceron. Je suis pas capable d'imiter son accent, mais Yves, il m'a dit Charles, c'est 5 jours, 5 soirs, 5 ans, puis si t'es pas mort, t'es mort de rire. C'est ce qu'il m'avait dit, OK? Fait que moi, j'étais parti avec ça en me disant de toute façon, je savais que se partir en affaires, c'était du travail. Mon père est entrepreneur, mon frère est entrepreneur. Je savais que c'est beaucoup de temps. Fait que moi, je m'étais donné 10 ans à travailler comme un fou. Puis quand je parle de travailler comme un fou, c'est vraiment beaucoup de travail. Puis aujourd'hui, c'est un peu moins sexy dans l'ère de l'automatisation, puis dans l'ère de vouloir dire qu'on a un équilibre de vie, travail-famille. C'est vrai, mais ça demeure quand même que le travail est important dans n'importe quel projet. Fait que moi, j'étais parti avec ça, cette idée-là qu'il fallait que je travaille. J'étais aussi parti avec l'idée que j'avais pas d'attente de revenus pour 4, 5, 6, 7 ans. Et la seule affaire que j'avais en tête, moi, c'était des activités. Je ne pensais pas en termes de vente, je ne pensais pas en termes de comment de placement je vais aller chercher, comment de primes d'assurance je vais vendre. Moi, c'était en termes de rendez-vous. Parce que si tu stimules des rendez-vous, de l'activité, ta tête est tout le temps occupée. Tu as l'impression que ça va bien parce que tu n'es pas là à te tourner les pouces puis à dire j'ai fait une grosse vente la semaine passée, je peux m'asseoir sur mes lauriers pendant 2 semaines. Donc, j'ai tout le temps pensé en type activité.
Et veux pas, je veux dire, si tu fais de l'activité, tu rencontres des clients, tu rencontres des gens, les chiffres vont venir, la paye va venir. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que moi, je me suis lancé. Puis ça m'a aidé à passer au travers, mais peut-être 1, 2, 3 premières années de vache maigre. Puis après ça, la roue part, puis elle est dure à arrêter quand on fait bien ça au début. Mais ce que je trouve bien que tu dis là, parce que moi, c'est les mêmes conseils que j'ai eu. Moi, j'avais un père qui était dans le domaine, fait que des recettes puis des coffres à outils, je suis comme parti avec quelques outils déjà, là. Il me faisait faire du porte-à-porte à 12 ans, là. Fait que j'ai appris qu'il fallait faire les choses différemment, mais qu'il fallait travailler fort. Il m'a toujours parlé en activité parce que ça te permet de gérer tes attentes. T'es pas en train de dire, ben, moi, je vais faire 100 000 ma première année. Je vais dire, bon, ben, moi, je me fixe un niveau d'activité. Puis il me disait, le magic number, c'était 20 activités. Fait que tu veux 20 contacts de qualité par semaine. Puis si tu maintiens ça sur le long terme, ça n'a pas le choix de bien aller. 100% d'accord avec ce que le paternel te disait, mon Félix. Puis moi, dans la préparation de la rencontre, je me suis replongé dans mes... Moi, j'ai tout le temps travaillé avec ça. Moi, c'était 15. Tu sais. Je voulais avoir 15 rendez-vous. C'était pas toutes les semaines, mais tu sais, quand tu as un objectif comme ça, tu risques de l'atteindre. Puis je suis un orgueilleux, je suis un gars de défi. Fait que quand je n'avais 12 une semaine, je m'arrangeais pour en avoir 18 l'autre, puis tout le temps garder mon petit tableau que je me donnais des suivis. Fait que ça a l'air un peu vieux jeu comme approche, mais ça demeure quand même que l'activité est toujours, selon moi, le premier critère d'évaluation d'une business. Mais tu sais, on parle de vieux jeux, justement, la méthode classique. Est-ce que, puis la question, je la pose à vous deux, là, mais est-ce que vous avez peut-être l'impression que là, avec tout ce que les courtiers ont maintenant, les conseillers comme stratégie numérique, est-ce que ça les rend paresseux? Est-ce qu'on a l'impression que cette génération-là essaie d'atteindre justement, aimerait atteindre plus rapidement, puis se décourage plus rapidement justement parce que ça se passe pas? J'ai de la misère à faire de la généralisation en termes de génération, parce que dans toutes les générations, tu as des hyper travaillants, des allumés hyper intelligents lâches, des gens qui ont un équilibre. Il y en a de tous les types. Là. Je vous dis ça, puis j'ai plein de noms qui me popent en tête. Par contre, le travail dans n'importe quoi, pour moi, là, dans ma vie, là, le travail dans le sport, le travail quand tu es un père de famille, le travail quand tu es un entrepreneur, quand tu es un employé, selon moi, c'est le critère numéro 1 à partir du moment que tu n'engages pas un cabochon. T'sais, si quelqu'un a des bases, excusez l'expression, mais quelqu'un a des bases, ben c'est beaucoup plus facile d'amener quelqu'un travaillant à devenir quelqu'un pas d'intelligent, mais quelqu'un qui va avoir les aptitudes à ce niveau-là, que de prendre quelqu'un d'hyper intelligent puis de l'amener travaillant. Ça, c'est plus difficile à faire. Fait que c'est sûr que le travail, pour moi, c'est quelque chose c'est une valeur qui m'est super importante. Autant quand je coach au basket, autant quand j'élève ma fille, autant quand j'engage. J'aime beaucoup, beaucoup ça, savoir un petit peu le background de la personne au niveau, justement, de l'aptitude à être capable de mettre les efforts. Là. Mais c'est sûr que l'industrie change, puis moi, je pense que les jeunes qui sont travaillants aujourd'hui vont l'avoir beaucoup plus facile parce qu'il y a tellement de moyens. Il y a tellement de moyens avec la technologie à faire, puis ils nous en apprennent. Puis les jeunes qui sortent des études en passant, il faut que je le dise, là, quand ils arrivent, ils n'ont même pas travaillé d'expérience de travail, puis mon Dieu, qu'ils sont allumés. Ils pensent carrément différent de nous. Ils ont tout le temps des moyens de trouver pour shorter les affaires, puis c'est pas d'être lâche, c'est d'être intelligent justement dans l'utilisation de tout ce qui s'offre à eux. Je pense que la notion de travail est différente. Tu sais, peu importe la génération que tu le regardes, il y en a que pour eux, travailler, c'est 60 heures semaine. Il y en a que c'est 80 heures semaine. Il y en a que c'est un bon 40 heures semaine. L'important, c'est pas seulement le nombre d'heures que tu as été au bureau, que tu as travaillé, c'est la qualité de ces heures-là. Et tu sais, si t'es capable de faire, pour avoir un équilibre de vie, là, tu sais, ceux qui sont plus axés sur l'équilibre de vie, un bon 40 heures de travail va battre un 80 heures de flânage au bureau tout le temps. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus ces heures-là pertinentes qui sont importantes de comptabiliser à travers le temps. Ça va faire une grande différence. Puis après ça, c'est éthique de travail, discipline, constance. C'est sûr que là, les jeunes aujourd'hui, puis j'en fais encore partie, mais l'efficience de la technologie, c'est intéressant. Ça permet d'aller chercher peut-être des plus gros chiffres rapidement, d'avoir plus de contact avec des clients, d'utiliser tous les engins marketing pour se générer du trafic. Mais ça reste que si on veut aller dans ce créneau-là, la barrière à l'entrée est juste plus grande. C'est plus juste d'avoir des bonnes techniques, de bonnes connaissances au niveau des produits, des compétences de vente. C'est aussi de comprendre tout l'environnement technologique, marketing, comment il évolue. Fait que chaque parcours a sa voie, sa raison d'être. Mais c'est une question de profil et de personnalité. Puis la technologie, tu me fais penser à quelque chose. Moi, je pense que à 90%, ça n'a que du bon.
Par contre, ce que je remarque avec les jeunes, puis entre autres les jeunes qui travaillent chez nous, c'est qu'ils sont tellement habitués d'utiliser des moyens technologiques pour entrer en communication avec les gens que des fois, le volet peut-être plus humain, à faire le premier contact en personne, à décrocher le téléphone, parce que même si c'est de moins en moins, la réalité, c'est que des fois, il n'y a rien de mieux qu'une bonne conversation. Surtout dans notre domaine, quand tu fais de la prospection, tu veux avoir le feel de la personne, de sa voix, de son dynamisme, de comment il parle, etc. Bien, ça, c'est plus dur. C'est un enjeu qu'on a. On les encourage à le faire, on leur partage notre expérience. C'est bien la technologie, mais moi, je trouve que c'est peut-être une barrière à ce niveau-là pour juste ce volet-là du développement maintenant. Exact, Ah, je suis d'accord exactement. avec toi, il faut que ce soit un levier, la technologie, pas une béquille. Puis là, souvent, ça devient une excuse, une béquille, puis c'est là que ça devient problématique, la technologie. Puis souvent, ça vient d'un problème de confiance en soi. Parce que quand tu as confiance en toi, tes moyens, peu importe le moyen de communication que tu vas utiliser pour entrer en contact avec les clients, tu n'auras pas peur. Tu sais, la pire chose qui va arriver, c'est un non. Il n'y a jamais personne qui est mort de ça. Bon. Puis, est-ce que, Charles, tu as l'impression que ton background, tu es encore très impliqué dans le sport, là, mais est-ce que ton background de sportif, toi, puis la visée de l'excellence dans le sport a influencé, puis influence encore la façon dont tu gères finalement ta business? Ouais. 100%. 100%. Moi, le sport, je le dis tout le temps, j'ai fait beaucoup de conférences financières, pas financières, mais sportives. Puis je dis tout le temps que le sport, c'est la chose qui a eu le plus d'impact sur ma vie. La discipline que j'ai, même que des fois est peut-être trop, c'est peut-être cette année, faut apprendre aussi à peut-être relaxer puis à être moins compétitif et que j'ai le laisser aller. Je travaille fort là-dessus, mais ça demeure quand même que ça vient du basket. Puis tu sais, on change pas quelqu'un. J'étais celui dans le gym qui était là plus que tout le monde. J'étais celui, tu sais, j'ai tout le temps été, on peut dire un peu à l'extrême dans toutes ces affaires-là, mais ça fait qu'aujourd'hui, quand c'est le temps de travailler, puis quand c'est le temps de mettre les efforts, puis d'être discipliné, bien, c'est quelque chose que j'ai pas de misère à faire du tout. Puis, quelles seraient les meilleures actions, la meilleure décision que tu as prise dans ta carrière qui a fait la différence, selon toi? Probablement que c'est lorsque j'ai décidé de commencer à engager du personnel administratif. Okay? Ça, pour moi, ça a été un game changer, en ce sens que quand on commence dans la carrière, souvent, on se dit, quand je vais avoir tel niveau de production ou quand je vais atteindre telle croissance, je vais m'engager un staff ou du personnel administratif. Puis, alors qu'on devrait faire l'inverse. Puis c'est tellement, moi et Jean-Michel, on travaille tellement fort là-dessus avec nos jeunes aujourd'hui, de dire, hey, non, engage ton staff administratif, puis ça va être ton facteur premier de croissance. C'est ça ça va stimuler tes ventes, ça va te permettre d'être focus, ça va te donner une motivation que tu n'auras jamais pensé à la carrière, parce que tu vas être focusé, puis tu vas être en mesure de faire ce que tu aimes, d'être sur ton X. Puis moi, je l'ai senti. Dès que j'ai travaillé avec mon premier coordonnateur administratif, Marcel, ma vie a changé, autant au niveau de qualité de vie, puisque tu tenais à faire des choses que tu aimes, puis au niveau aussi du nombre d'heures travaillées, puis de la productivité du cabinet. Fait que pour moi, ça a été vraiment quelque chose de hyper important. Puis si je pouvais dire ça aux jeunes, un conseil, c'est n'hésitez pas. Il y a différentes manières d'intégrer quelqu'un. On n'est pas obligé de prendre quelqu'un à temps plein la première année, puis mettre tous nos sous là-dedans. Mais le faire, c'est de l'adopter. Ouais, puis si je peux même compléter là, sur ça, là. Il y a un exercice que moi je fais faire à mes employés là, à chaque année qui est tu prends une feuille blanche, tu traces une ligne dans le milieu. Parce que d'un côté, tu vas mettre les tâches qui te donnent de l'énergie. Donc, quand tu fais ça, tu es juste content, tu es motivé, tu as le goût d'en faire plus. Puis de l'autre côté, les tâches qui te coûtent de l'énergie. Plus tu en fais, moins tu es motivé, moins tu aimes ton travail, plus tu as le goût de terminer tôt puis de fermer à 5 heures. Puis tu n'as pas le goût de te lever le matin pour aller faire ça. Tu lisses les tâches des deux côtés. Puis je suis pas mal sûr que si les conseillers font cet exercice-là, surtout les jeunes dans la carrière, il y a bien des tâches administratives qui vont se retrouver du côté qui te coûtent de l'énergie. Fait qu'au final, c'est te donner le levier d'avoir l'énergie suffisante de faire les tâches que t'aimes puis que tu as le goût de faire. Tu vas juste avoir plus de succès, tu vas être plus heureux. Chacune des journées, tu vas être débuter du pompier, puis ça change tout. Puis dans le domaine, là, pour faire du chemin là-dessus, oublions pas quelque chose, c'est que pour se partir à son compte dans le domaine financier, tu as besoin techniquement d'un ordinateur, de tes permis, puis justement d'être travaillant. Alors que n'importe quel autre business, tu as des locaux, tu as du staff, tu as du matériel, tu as plein de dépenses. Fait que quand même que ta seule dépense, ce serait un staff administratif. Quand tu mets ça avec un petit peu de perspective, tous les gens qui se partent à leur compte, puis qui ont des prêts, puis qui s'endettent, etc., puis que c'est le gros stress financier,
Bien, c'est pas le cas dans notre domaine. Fait que c'est assurément un facteur clé de succès Puis important. parmi les autres éléments qui ont fait la différence, tu parles de tout écrire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tout écrire? Ben, quand tu es un entrepreneur, je pense, parce que c'est pas tout le monde, puis il y a des gens qui réussissent dans la carrière qui sont pas nécessairement entrepreneurs, mais quand tu es un entrepreneur que la tête t'arrête pas, d'écrire des choses. Moi, là, de mes années de développement, j'avais des carnets dans mes 3 toilettes, à côté de ma table de chevet, dans mon bureau, sur la table de cuisine, dans le salon, sur les 2 bouts du divan. J'écrivais tout parce que des fois, ça te passe par la tête puis tu l'oublies. Fait que tu sais, t'as tout le temps, ça faudrait que je pense à ça. Fait que j'écrivais tout. Puis à la fin du semaine, je ramassais mes premières pages de tous mes petits carnets partout dans la maison. Puis je venais mettre ça sur une. Ouais, puis là, puis tu sais, des fois, t'as pas le temps nécessairement de tout penser, mais là, des fois, l'exercice qui aurait pris 3 minutes à transcrire les mots, ça prenait 1 heure et demie parce que là, je partais sur mon point que j'avais mis sur la toilette le jeudi soir. Ben là, je partais, puis là, je faisais des sous-points, puis là, je développais, puis oups. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que je dis tout écrit, puis ça me suivait aussi si on se ramène plus à la pratique. Maintenant, moi, j'écris tout. Puis je sais qu'il y a aussi une visée de conformité là-dedans. Là. Félix est au fait, quand tu sais comment c'est rendu strict là-dessus, mais ça demeure quand même que je sors d'un rendez-vous client, j'ai pris l'habitude, on écrit tout, le résumé de rencontre, tout part, tout est là. Puis 1 an après, 3 mois après, 6 mois après, quand tu revois ton client, tu n'as pas besoin de te préparer pendant 5 heures. Va lire ton dernier résumé de rencontre, tout est là. Donc, moi, écrire, pour moi, ça a amené beaucoup, beaucoup de bienfaits dans ma vie. Complété. Ça donne que tu le considères que la rencontre était importante, tu as donné un suivi qui était sharp, ça met des points d'action pour les prochaines rencontres. Puis, most of the time, le client te répond « Hey, t'as super bien compris, enfin quelqu'un qui comprend tout ce que je vis, puis qui va me faire un plan adapté. » Ou il va t'arriver genre « Écoute, t'as bien compris, mais tel point, j'aimerais plus aller en profondeur. » Puis là, ça te donne déjà ton objectif pour faire un suivi avec lui. C'est tellement facile. Faut que tu le fasses au niveau de ta conformité, mais ça devient un levier pour bâtir ta relation après. Là. Puis les manières de faire ça, il y en a plein. Là, on n'est pas là aujourd'hui pour ça, mais tu sais, je veux dire, c'est soit par dictaphone, tu t'envoies ça à ton staff. Il y a plein de manières de faire ça. Mais c'est de le faire, effectivement. Puis tu as la stratégie aussi, c'est ça. Si tu fais le dictaphone, ça peut se transcrire en texte. Ça peut être extra simplifié là, comme stratégie, mais c'est de garder des traces, tout le temps des traces. Puis après ça, d'être en mesure de faire un résumé rapide. Puis c'est sûr que ça aide à 100%. Aujourd'hui, on peut aller sur ChatGPT et dire j'ai rencontré un client, puis il va tout te pondre ça. C'est une autre stratégie. Non, c'est pas vrai, on fait pas ça. C'est ça. Bon. J'y crois un peu moins Ouais, pour moi aussi. l'instant. Ouais. On va parler d'échecs nécessairement parce qu'on n'aime pas trop le mot, mais qu'est-ce que tu referais différemment? Bien, j'en ai parlé tantôt un petit peu. C'est vraiment. C'est pas un échec, mais je referais. Si c'était à refaire, puis savoir ce que je sais aujourd'hui, à mon année 1, j'aurais un staff, puis probablement qu'à mon année 2, je n'aurais 2, puis la croissance de mon équipe administrative à moi là, pour appuyer ma business, elle serait beaucoup plus. La pente serait beaucoup plus à pic que ce fut. Là. Ouais. C'est pas mal la seule affaire après ça. Ouais. Les échecs, à part ça, je vous dirais, c'est tout. Les échecs, j'ai jamais eu de gros échecs, mais j'ai eu des petits échecs. Quand un client transférait ailleurs, même s'il me disait, Charles, les 2 clients étudiaient en médecine, le conjoint, la conjointe étaient à chacun à un endroit, puis finalement, ta cliente, elle t'appelle pour te dire, Charles, j'ai jamais rien eu, ça a super bien été, mais mon conjoint est ailleurs, je m'en vais là. Pour moi, c'était un échec. Je le prenais, là, je prenais ça de manière quasiment viscérale. C'est comme, mais voyons donc. Mais c'est ce qui fait que tu es tout le temps là, c'est de te dépasser pour pas que ça arrive. Même si je me faisais pas dire, hey, on t'a pas donné de suivi, t'étais tout croche, on n'a pas aimé le conseil. Bien, c'est toutes des petites affaires que je me souviens, là, comme si c'était hier, comment ça me faisait de l'effet au début quand j'avais un client qui pouvait partir ou me dire, je vais aller ailleurs. Ça, c'était mes petits échecs à moi, c'était pour des day, une bonne chance, là, mais c'était des petits échecs que j'ai. Ouais, ça arrivait, effectivement. Ouais, c'est ton côté compétitif qui ressort. Eh oui, plus, assurément. de ce côté-là. D'ailleurs, au niveau compétitif, je suis un bon phénomène, moi aussi. Là, ça va juste que quand je marche sur un trottoir, c'est important pour moi d'arriver au stop en premier. Lui, il sait pas qu'on est en compétition, mais moi, je le sais. Là. Ah, mais c'est important, ça, pour être un bon conseiller, courtier. Tu sais, on dit, faut pas juste faire parler de vente à tout prix, il faut conseiller, mais en même temps, on se le cachera pas. Le but, c'est de vendre.
Est-ce que Oui. ça prend ce côté-là compétitif? Compétitif, il y a deux volets à la compétitivité. Il y a le volet qui est positif pour t'amener à être meilleur, mais des fois, il y a le volet compétitif aussi que t'es pas capable d'admettre tes torts, que t'es pas coachable, etc. Ce volet-là, il faut le Ouais. mettre de côté le plus possible. Tu sais, l'orgueil, l'ego, il en faut, mais la ligne est mince entre le positivisme et le négativisme de l'ego, de l'orgueil, de la compétitivité. Mais il en faut, tu vois, à un moment donné. Il faut que tu sois fier, puis il faut que tu veuilles le meilleur, puis tu veuilles te dépasser, puis il faut que ça fasse mal quand un client te dit que tu n'as peut-être pas fait la job, etc. Sinon, tu t'amélioreras pas, puis tu vas stagner. Je pense que la leçon à tirer de ça, c'est à chaque fois qu'il t'arrive quoi que ce soit, est-ce que j'ai retenu ou j'ai appris la bonne chose de cette expérience-là? C'est une question ultra importante, l'espèce de rétrospection. Il vient de m'arriver même des fois des bons coups. Dans des bons coups, tu as des apprentissages aussi, comme dans des échecs. C'est là que quand tu franchis la ligne, parce que l'ego prend le dessus de façon négative, puis la compétition prend le dessus de façon négative, et tu vas trouver des raisons externes pour justifier tes problèmes à toi. C'est là que ça devient problématique. Je serais curieux de t'entendre sur, tu sais, quand même, c'est un cabinet là, qui a un nombre de conseillers et de personnel administratif qui est impressionnant. Là. C'est pas tout le monde qui réussit à accomplir ça là, au Canada, mais ça vient pas sans défi, là, tu sais, d'amener des nouveaux associés, de recruter des nouveaux employés. C'est vrai comme un espèce de top 3 de conseils là, de quand tu fais un partnership avec quelqu'un, ça devient ton associé, ou quand tu recrutes un employé. Je pense que souvent, c'est ça, c'est de l'espèce de les gens, l'inconnu, tu sais, tu t'es jamais associé, tu sais pas comment le faire, fait que tu as peur de faire des erreurs, fait que des fois, ça va te freiner de prendre la décision qui t'a ramené à un autre niveau. C'est quoi les conseils que tu aurais à donner, là, autant pour l'association que de recruter Au quelqu'un? niveau de l'association, moi, j'ai mon thinking, probablement ça vient du sport d'équipe, là. J'ai mon thinking que, tu sais, tout seul, puis on le dit souvent, là, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Fait que moi, en termes d'association, j'ai toujours vu Planica. J'aime mieux avoir 20-25% de quelque chose qui est très, très gros puis qui a une grosse valeur que d'en avoir 90 de quelque chose de plus petit. Fait que d'impliquer les gens, moi, je pense que c'est super important. Même, on travaille souvent, puis on est en train de penser à un modèle de comment impliquer nos conseillers, qui se qualifient bien sûr en termes depuis combien de temps ils sont là, puis la fidélité, puis leur approche, etc., mais à les impliquer dans Planica. Puis on n'est pas à avoir des actions, on s'en fout un peu, on veut impliquer les gens. Fait que ça, c'est une première affaire de quelqu'un, il va tout le temps en donner plus s'il sent que c'est sa business, s'il sent que Planica, c'est à lui aussi. C'est le challenge de nos jours dans les grosses organisations. Puis nous, ça va être un challenge peut-être tantôt. On est parti petit, c'était facile la culture d'entreprise. Puis plus que tu grossis, moins tu veux perdre ça. Fait que ça, c'est une des choses qu'on a faites. Après ça, au niveau des employés, un super coup qu'on a fait. Puis c'est rien d'idée de génie, mais là, 2 ans, on a décidé de créer des sous-comités. Selon les discrétionnaire, personne n'est obligé, mais tout le monde a embarqué, puis des sous-comités qui sont en fonction des intérêts des gens. Donc, que ce soit le marketing, que ce soit les RH, que ce soit les activités en dehors du travail, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la technologie, que ce soit le recrutement, etc. Fait que tout le monde a trouvé sa place. Puis quand tu vois Planica croître, tout le monde se dit tabarouette, j'ai à jouer là-dedans. Je suis pas juste un employé qui vient chercher ma paye de 8 à 4,5. J'ai aussi participé à la croissance de l'entreprise. Mais ça, c'est comme Félix disait, c'est de le vendre quand tu rencontres quelqu'un de nouveau parce que les gens ne sont pas encore imbriqués de cette culture-là. Mais je pense que quand tu rencontres un employé pour une entrevue ou quoi que ce soit, tu vas attirer quelqu'un chez vous. Si tu parles avec passion, il n'y a rien d'autre à faire que parler avec passion puis essayer de transmettre cette énergie-là puis la fierté que tu as de ton cabinet parce que les gens prennent une décision sur la tâche, mais aussi sur l'ambiance qu'il y a l'air d'avoir dans cette shop-là. Puis malheureusement, il y a bien des milieux de travail aujourd'hui, en 2023, qui sont très plates, très monotones. Les gens sont chez eux, puis ça manque le volet humain manque beaucoup là, dans la gestion des RH en 2023. Tu parlais tantôt là, que pour toi, une des choses qui est plus importante, c'est de recruter quelqu'un. Tu sais, autant, j'imagine, l'associé, ça doit être déjà réglé le côté travaillant, mais un employé, de prendre toujours quelqu'un de travaillant. Comment que tu mesures ça dans une première entrevue, une première rencontre avec une personne, quelqu'un qui est travaillant? Je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup les réalisations autres que si t'es bon avec Excel, Word, si t'as un bac, une maîtrise, etc. Moi, là, puis tu sais, les notes, on ne demande jamais ça en entrevue, là. Moi, je regarde qu'est-ce que tu as fait, si tu t'es impliqué auprès de la faculté. Les sportifs, là, je suis peut-être biaisé, là, mais des sportifs, j'en ai, tu sais, je regarde nos conseillers là, dans le bureau, puis les gens qui performent, ils ont souvent un lien. Tu sais, j'en ai un, entre autres, je pense à Jean-Samuel, c'est un ancien athlète de haut niveau.
tu le vois tout de suite, ces gens-là, la discipline qu'ils ont. OK? Puis là, je dis Jean-Samuel, mais j'aurais pu en donner plein d'autres que sans être des athlètes de haut niveau, ils s'entraînent, ils ont des passions, ils ont des activités, sont impliqués à tel endroit. Ça m'en dit long sur les gens, beaucoup plus que de regarder un CV au niveau du cursus universitaire, au niveau de leur titre, etc. Fait que voilà, c'est un petit peu ça que je regarde en premier. Ouais, puis tu parlais des athlètes, mais des fois, tu sais, aujourd'hui, je trouve que les nouvelles générations ont beaucoup plus de joueurs de jeux vidéo. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que nous, on engage des développeurs logiciels chez Emma, mais il y en a qui ont un commitment de performer dans une certaine ligue, dans certains jeux, puis la dedication qu'ils vont avoir pour se rendre à ce niveau-là, juste de les entendre parler avec cette passion-là, tu te rends compte qu'ils ont ce qu'il faut pour être capable de Ouais. performer, là. Tu veux, tu me sors complètement de ma zone de confort parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un dernièrement qui me parlait de. Lui, c'est un passionné de jeux vidéo, puis qui me parlait de ça, puis il essayait pas de me vendre, mais il me disait que c'était comme le sport, que lui, là, dans le Ouais. fond, là, il est discipliné, il se lève, puis il check des heures et des heures de gens qui jouent, OK, pour devenir meilleur. Puis moi, ça me rentre comme pas dans ma tête, parce que moi, je suis dans la génération du jeu vidéo. Si tu joues trop aux jeux vidéo, tu vas devenir un loloche sur ton divan, puis tu seras pas en santé, etc. Mais tu sais, aujourd'hui, là, t'as raison, puis je l'écoutais, puis je me disais, il n'y a pas tard. Tu sais, il m'a sorti de ma zone de confort, puis je suis obligé de lui donner des points que ça peut être un certain mode de vie, discipline, ça peut se rattacher. C'est sûr qu'il n'y a pas les habitudes qui viennent avec au niveau peut-être santé, etc., mais Sur le marché du travail, ça peut avoir une valeur équivalente. Tu sais, ça dépend tout le temps du parcours de la Mais personne. ça développe les stratégies, ça développe absolument. Ouais. L'importance des mentors, j'aimerais t'entendre là-dessus, Jean. oui, les mentors, c'est super important. Moi, je suis très ouvert à redonner aujourd'hui parce que je me suis servi de ça beaucoup. Autant quand j'étais avec le Rouge et Or, il y a un homme qui s'appelle Serge Baribeau qui était un entrepreneur, qui était le président. Ben, c'est un gars d'Amos aussi. Il était président des clubs de Rouge et Or, c'est lui qui m'avait recruté. C'est un homme probablement qui m'a donné la passion des affaires. Il était en affaires, puis il m'a pris sur son conseil d'administration dès mes premières années. Puis je pouvais poser n'importe quelle question, il n'y avait pas de gêne, il m'a tellement aidé. Puis il y avait tu sais, il y avait un thinking d'un gars de l'époque, c'était un ancien avocat, puis il m'a amené plein de perspectives dans la vie. Puis après ça, tu avances, puis là, tu trouves quelqu'un d'autre. Puis un mentor, là, c'est pas obligé d'être un gars de 30 ans de plus que nous, hein. Un mentor, il peut en avoir 10 de moins, puis qui pense complètement différent. Puis c'est ça le problème, des fois, que les gens, on veut avoir un mentor qui a déjà eu du succès ou qui est déjà arrivé à tel niveau dans la vie. Mais un mentor, ça peut être quelqu'un, ça peut être ton comparse de travail, ça peut être quelqu'un de plus jeune, ça peut être quelqu'un dans une sphère complètement différente. Fait qu'il faut une certaine ouverture là-dessus, il faut être curieux, puis il faut être coachable. Mais c'est hyper important. Moi, je dis toujours, trouvez-vous des mentors, trouvez-vous des modèles, analysez-la, posez-leur des questions, assurez-vous qu'ils sont accessibles. C'est hyper important. Ah, j'ai tellement un bon exemple de ça. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui a 24 ans. C'est un vendeur. Lui, il vend des solutions de ce que tu veux. Là. Il a juste des très bonnes compétences de vente. Puis, il a jamais eu peur d'appeler n'importe où dans le monde. Il peut appeler en Chine, il va faire son pitch, il va appeler aux États-Unis. Puis la façon qu'il structure ses ventes, puis qu'il monte son pipeline de vente, j'en revenais pas que cet âge-là, le niveau d'expérience, le niveau de performance qu'il a réussi à atteindre dans ses chiffres de vente, que là, moi, je veux le rencontrer à toutes les semaines. Je veux parler une demi-heure avec lui à toutes les semaines. Il y a tellement à m'apprendre. J'étais complètement impressionné. Je me dis, avoir été comme ça à 24 ans, je serais où aujourd'hui? Ailleurs. Il y a des personnes, là, des fois, de juste une petite niche bien spécifique, qui peuvent tellement t'amener ailleurs. Moi, si je suis d'accord, là, multiplier les mentors, ça peut être de différents âges, ça peut être différents champs de compétences. Il y a tout le temps quelqu'un. Faut que tu t'entoures de gens plus intelligents que toi. Mais tu as eu l'ouverture, Félix, par contre, de le rencontrer même s'il avait 24 ans, puis que, tu sais, Mhm. ça, c'est des fois, on s'arrête on regarde un profil, puis on dit, bon, non, je peux rien apprendre d'un jeune qui n'a pas d'expérience, ou que c'est un green aussi ou ça, mais tu sais jamais quelle perle qui se cache à nulle part, là. Fait que... C'est un super bon conseil. Puis j'aimerais vous entendre tous les deux aussi, là, mars 2023. Comment se porte le milieu de la sécurité financière? Moi, j'essaie de pas trop regarder le milieu. Moi, je me concentre sur ce qu'on fait. De notre côté, ça se passe très, très bien. Je pense que l'industrie est dans un beau changement aussi. Tu sais, les conseillers de fonds dans des sous-sols, etc., seuls, il va en avoir de moins en moins. De toute façon, c'est pas typique au domaine financier, là. Félix, tu le vis dans la technologie, on le vit dans n'importe quel. Ça va être dans les banques, ça va être dans la restauration, ça va être dans le divertissement. Les gros hackers, C'est les vrai. petits, puis les offres de services se multiplient, puis se spécialisent. Puis... Donc, c'est la même affaire dans notre domaine. Moi, je pense que c'est un
un mal pour un bien, là, dans le sens que ça va juste amener du positif. La conformité est rendue très, très, très exigeante. Des fois, c'est facile de dire ça n'a pas de sens, c'est exagéré, etc. Mais d'un autre côté, tout ça est pour protéger le client. Fait que c'est vrai que c'est beaucoup de temps. C'est vrai que ça peut décourager des gens qui sont là depuis des années et qui n'étaient pas habitués à travailler comme ça, mais les jeunes qui partent vont avoir une structure et une rigidité au niveau de la conformité, ce qui est très bien. Puis après ça, va falloir aussi, je pense que le service est voué à être beaucoup, beaucoup plus entouré, beaucoup plus deep comme conseil parce que il y a les discussions sur les frais aujourd'hui, le commissionnement, les gens qui gèrent leurs affaires par eux-mêmes, les produits d'assurance en ligne on peut souscrire maintenant. Donc, si tu veux survivre dans ce domaine-là, faut que tu t'entoures, faut que tu aies des spécialistes dans ton équipe, faut que tu amènes un volet fiscal, faut que tu amènes un offre de service global. Fait que moi, ce qui se passe présentement dans l'industrie, de la manière qu'on est positionné, je suis que content parce qu'il y a des gens qui vont s'éliminer, puis les gens qui sont déjà bien positionnés vont survivre, puis ils vont avoir du succès. Je pense que c'est une question d'attentes qui ont changé. Les attentes des consommateurs ont drastiquement changé. La pandémie, en plus, a vraiment changé tout ça. Mais les attentes des régulateurs aussi ont changé. Puis la raison, c'est tout le temps le client, il est plus exigeant parce qu'il va avoir un meilleur conseil de qualité, il va avoir des conseils plus personnalisés, il veut que tu sois entouré d'une équipe, que tu sois sharp, il a pas envie d'être avec quelqu'un qui est mal organisé puis qui est pas capable d'y donner le meilleur niveau de conseil que lui s'attend de recevoir. Puis au niveau des régulateurs, moi, je sais pas pour toi, Charles, mais j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui rentre dans le domaine, là, c'est les moins de 5 ans, dans le domaine, qui trouvent ça trop lourd, la conformité. Au final, ils trouvent ça bien logique, là, qu'on doit prendre des notes, qu'on doit détailler des dossiers, puis qu'on doit faire des analyses avant de recommander quelque chose. On dirait que ça fait juste suivre un cours naturel des choses. C'est plus ceux qui n'étaient pas habitués de travailler de cette façon-là. Et là, on dirait qu'ils voient juste les côtés négatifs. Exact. Exact. Je suis d'accord. Puis l'autre affaire aussi au niveau de la formation des conseillers. Tu sais, aujourd'hui, dans le temps, les gens faisaient cette carrière-là. Aujourd'hui, les jeunes, les grosses firmes exigent souvent le titre de planificateur financier. Les jeunes étudient là-dedans, étudient en service financier. Fait que les jeunes qui entrent dans l'industrie, c'est parce qu'ils ont choisi de faire ça, parce qu'ils aimaient ça, ils ont étudié là-dedans, sont compétents, sont connaissants. Donc, je pense que c'est juste du positif pour le client, le client ou le consommateur au bled. Mais je sais que tu l'as vécu, mais avant, on entendait tout le temps, tu choisis pas cette industrie-là, tu tombes dedans par hasard, puis finalement, tu aimes ça, puis tu te rends compte que c'est la meilleure carrière du monde. Là, ça c'est pas mal inversé, là. Les gens, comme tu dis, là, ils choisissent ce domaine-là, ils savent exactement pourquoi ils veulent le faire. Et puis c'est ultra gratifiant comme carrière, là. Quand tu te rends compte, là, que tu regardes tes 2, 3, 4, 500 clients, puis tu les vois tous atteindre leurs objectifs financiers. Ils deviennent tous propriétaires, ils débutent une nouvelle famille, ils viennent rentrer à la retraite, il est content. Tu le vois faire son voyage en Turquie, qu'il a toujours rêvé faire. C'est game changer, là. Quand tu te regardes dans le miroir, tu peux juste être fier de toi, là. Puis, tu sais, on a une carrière qui est, comme Félix dit, qui est gratifiante parce on est aussi au fait de tout, là. Tu sais, quand tu penses à ça, moi, j'ai des clients qui m'appellent avant même que leurs parents sachent qu'ils sont enceintes Ouais. parce qu'ils veulent savoir comment ça va marcher, le RQAP, comment ça va marcher, tu sais, au niveau financier. Tu as un accès privilégié. Quand les gens tombent malades, ben, on veut le moins souvent en avoir, mais c'est quand même, on est une première personne à appeler parce qu'ils veulent savoir, bon, comment ils sont protégés. Quand ils se séparent, on est les premiers à être. Fait que, tu sais, tu deviens très, très intime, d'où l'importance de la confidentialité dans ce domaine-là. Mais tous les beaux moments aussi, là, tu sais, quand les gens partent en voyage, quand ils finissent leurs études, etc., tu es là pour tout dans la vie d'un client sur un cycle de 20, 25, 30 ans. Tu vas vivre avec eux pas mal tout, de manière très précise. Donc, tu crées des liens puis des relations qui sont super riches et exceptionnelles au fil des années. Puis ces mêmes clients-là, tu sais, on parle actuellement, là, tout ce qui se passe dans le monde, la guerre en Ukraine, la situation économique difficile, l'insécurité générale, comment est-ce qu'on aborde ça avec les clients? Je pense qu'il faut être hyper transparent. Les marches. Tu sais, aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'éducation à faire, OK, avec les clients, parce que je parle principalement au niveau des marchés, là, tu sais, où il y a de l'éducation à faire aussi au niveau du produit, au niveau des assurances, pour bien expliquer, pour leur permettre de prendre des décisions claires, parce que c'est un domaine qui a l'air bien simple, mais qui est très complexe, puis on peut faire dire ce qu'on veut. D'un speech de vente à l'autre, d'un conseiller à l'autre, ça peut être deux mondes, fait qu'il faut être hyper transparent. Moi, je pense qu'il faut, moi, quand je fais mes rencontres avec mes clients,
je leur demande tout le temps, je leur envoie tout le temps un rapport d'information, puis je leur demande tout le temps, est-ce que vous avez des questions? Puis quand les clients me disent non, c'était très clair, je leur dis, est-ce que vous me permettez de vous dire les questions que mes clients les plus analytiques ou les plus cérébrales me posent? Ce pas des questions qui vont m'amener à bonifier ma vente, c'est des questions plates. Comment tu es payé là-dessus? OK? Est-ce que ça, c'est garanti comme produit? Est-ce que je les nomme toutes? Puis je les mets par écrit par la suite. Fait que ces gens-là, ils se disent, OK, c'est très transparent comme approche. Fait que moi, je pense qu'il faut faire beaucoup d'éducation, beaucoup de transparence. Puis au niveau des marchés, malheureusement, on est dans un ère où l'économie peut bien aller, mais il va-t-il arriver une guerre? Il va-t-il arriver un acte terroriste? Il va-t-il arriver un tsunami, une catastrophe naturelle qui peuvent tout changer la dynamique des marchés sans qu'on ait aucun contrôle dessus? Donc, il faut en parler. C'est des sujets qu'il faut aborder. Puis quand tu fais ça, ben quand ça arrive, les gens sont préparés. Ils disent pas, hey, c'est un devin, il nous l'avait dit, mais ils s'attendent un petit peu plus à ça. Tu as tellement raison. Quand on parle de transparence, souvent, les gens qui ont peur de la transparence, ils n'ont pas compris qu'avec transparence, c'est bâti de la confiance. Parce que quand tu contournes un sujet ou que ta réponse est déviée ou que tu réponds comme avec une langue de bois, comme un politicien, aujourd'hui, on a comme une espèce de smell. Là. Ça sent mauvais, cette affaire-là, puis on n'a juste pas envie de toucher à ça. Parce que c'est pas des situations qu'on a envie de gérer dans notre vie, de dire je le savais, j'avais le feeling que cette personne-là était XY. C'est exactement ce que c'est montré. Il n'y a personne qui a envie de vivre ça. Et quand on y va avec la transparence, c'est tellement un bon conseil que tu as donné, même si le client ne pose pas les questions, dit les questions que les gens les plus analytiques, les plus piqués vont poser, tu mets toutes tes réponses. C'est tellement un bon conseil, ça, là, genre, même moi, je l'appliquais pas nécessairement, parce que je me disais, crème, il a bien compris, mais il est peut-être gêné de la poser, sa question, finalement. Là. Exact. Puis, tu sais, il y a un volet aussi empathie. Souvent, moi, je vois des jeunes qui commencent, puis là, j'assiste des fois à une rencontre où je les vois intervenir dans un cadre, puis là, j'écoute les discussions qu'ils ont avec quelqu'un, puis tout ce que les jeunes font, c'est « oui, je comprends, oui, je comprends ». Tu sais, être empathique, c'est correct, mais il y a beaucoup de gens qui veulent avoir un avis, OK? Puis donner un avis, ça veut pas dire de critiquer puis d'être impoli. Fait que moi, ça se demande. Quand il y a des affaires que je trouve qui ne fit pas dans un... Que je trouve que mes clients s'en vont dans le champ, je leur demande, parce qu'il y a des gens aussi avec des gros égos, des gros orgueils, ils n'aiment pas tant ça. Je leur dis, est-ce que vous me permettez de vous dire de manière très petite, qu'est-ce que je ferais? Puis un de mes associés, il dit tout le temps, voulez-vous que je vous dise qu'est-ce que je ferais pour ma fille? Fait que quand tu dis ça, là, voulez-vous que je vous dise ce que je ferais pour mes enfants? Quand tu te mets dans la place d'un parent, puis tu dis le conseil que je donnerais à mes enfants, parce que ça demeure quand même que nos étudiants en médecine, on les prend jeunes, ben voici ce que je donnerais à ma fille. Parce que dans la vie, le meilleur conseil ou le conseil le plus juste ou le plus réfléchi, tu vas le donner à tes enfants. Tu ne peux pas te permettre dans la vie de donner des mauvais conseils à tes enfants. Fait que si tu te mets dans ce mindset-là de dire, voici le conseil que je t'amène, puis est-ce que tu me permets de te dire ce que j'en pense? Souvent, les gens, à partir du moment qu'ils disent oui, ils se mettent le pied, ils ont déjà un pas de fait dans la direction, bon, ben là, je vais t'écouter, puis ils sont prêts à recevoir ce que tu as à leur dire. Fait que ça, c'est un autre petit conseil que je pourrais donner. Ouais, de les préparer à recevoir un avis. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Sinon, ils vont penser que c'est une argumentation. C'est pas nécessairement une argumentation. Je suis là pour t'aider, là. Je veux juste t'aider. J'aimerais savoir, Charles, puis on va se laisser là-dessus, les prochaines étapes pour toi. Qu'est-ce qui s'en vient, les projets qui vont t'occuper dans les prochaines années pour l'avenir? Projets qui vont m'occuper, on est vraiment dans une étape de consolidation. On a notre modèle, honnêtement, il est challengé tout le temps, mais notre modèle fonctionne, fait qu'on veut continuer à faire le développement en modifiant les manières de développer, mais en gardant la même approche, puis toujours, justement, pas tomber dans un mode croître au détriment de la qualité. C'est sûr qu'il va falloir s'ajouter au niveau du développement des réseaux sociaux, la technologie, etc., mais l'approche humaine, nos clients, on les acquiert avec des conférences, on les acquiert en leur parlant, en créant des relations, et non pas juste en les tannant et les sollicitant par les réseaux sociaux. Ça, c'est notre modèle d'affaires avec cette clientèle-là. Fait que c'est devenir le leader au Québec. On est déjà pas mal dans les 2-3 cabinets, probablement leader au niveau des professionnels de la santé, mais c'est vraiment de se positionner comme le cabinet leader puis continuer la croissance contrôlée. Puis de qualité, c'est ça notre gros objectif. Ben, t'es en bonne voie, puis on te le souhaite, mais on n'est pas inquiet. OK, Charles, c'est pas quelqu'un sur qui je parlerais contre. Fait que, non, hein? Ouais, j'y crois. Même au basket, même dans la vie. Ouais. C'est arrivé une fois, moi je m'en souviens, t'as le droit de pas de l'admettre. Tu vois comment c'est bien, on a commencé avec ça, pour le dernier mot de la fin, on finit avec ça. On est dans l'impro ici, là, je suis apprécié. Okay.
Il y a 2 choses à retenir. Le basket, c'est important dans la carrière, puis le monde d'Amos, c'est des bons mentors Voilà. à quelque part. Fait que, c'est Ciao, important. Félix. Merci beaucoup. Bonne journée à vous Merci à autres. toi. Bye. Salut.